17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Bonjour. Pardonnez-moi, j'ai la voix qui se déraille. Voilà, elle est hésitante. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver, les amis, pour les vraies voix de Sud Radio de 17h à 19h avec Frédéric Brindel. Vous n'êtes pas trop triste, Frédéric? Il nous reste 2 jours ensemble. Mais je pense à l'après, Judith Belair. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Ouais. Elle est bien cette chanson, elle est belle, oui, cette chanson. Oui. Thierry Leluron l'a fait. Oui, je continue. Ouais. Bon, donc en attendant, savourons nos échanges avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Notre sommaire, c'est un vrai appel au débat. Ouais, puis vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Allez, notre grand débat à 17h30, fusillade, règlement de compte, homicide. Clermont-Ferrand s'enfonce dans la violence liée au trafic de drogue face à cette situation explosive. Bruno Retailleau a réuni ce jeudi matin au ministère de l'Intérieur le préfet du Puy-de-Dôme et les patrons de la police et de la gendarmerie. Une réunion d'1h30, mais une seule annonce. Le ministre sera à Clermont le 5 septembre pour afficher la reprise en main de l'État, notamment dans les quartiers de la Gare et de Croix-de-Néra, aujourd'hui minés par les dealers. Clermont-Ferrand, Nantes, Besançon, Charleville-Mézières, Béziers et tant d'autres villes du territoire national voient leur quartier brûler et nous ne faisons rien. Oui, le parallèle entre le fléau de la drogue et le réchauffement climatique fonctionne finalement. Le feu détruit nos forêts, le narcotrafic détruit notre vie sociale, une partie de notre jeunesse et tous les consommateurs qui entretiennent le sale business et se défoncent sans mesure. Notre état de droit paraît bien fragile face à ces armées de tueurs. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. La visite de Bruno Retailleau à Clermont-Ferrand en toile de fond, bien sûr. Le narcotrafic est-il plus fort que l'État français? Vous votez sur X et vous nous appelez au 0826 300 300. Puis notre coup de projecteur à 18h40, François Bayrou s'attaque aux boomers. Invité du 20h de TF1 hier soir, le Premier ministre a mis en cause la génération du baby-boom dans l'explosion de la dette publique, accusée d'avoir vécu au-dessus de ses moyens au détriment des jeunes. Une phrase cinglante qui relance le débat sur la dette, mais aussi une guerre des générations avec à la clé le risque de froisser une partie de l'électorat retraité, pourtant pilier du vote macroniste. Boum, quand notre cœur fait boum. Il a pris cet après-midi la parole devant les membres du MEDEF sur le cours central de Roland-Garros. Le Premier ministre, droit dans ses bottes, affirme que ses propos sur les boomers ont été déformés. Ceux officiellement nés entre 1943 et 1968, pendant les 30 Glorieuses, jouiraient des acquis euphorisants de mai 68. Est-ce que, en fait, ça en fait des inconscients? Ouh là là. Oui, il y a plusieurs degrés de lecture derrière. Ça ne vous a pas échappé, bien sûr. La question que nous vous posons, comme le dit François Bayrou, les boomers sont-ils dans le déni de la dette? Et vous donnez aussi votre avis, vous le savez, au 0826 300 300 et nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, allez-y, Frédéric. Alors, il y avait la chanson « Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu ». Là, c'est « Il y a deux Mathieu ». Oui, à chaque fois. Et à chaque fois, ça fait 2 fois cet été. Maths et maths. Alors, à ma gauche, ah oui, ça marche bien comme ça. Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et à la propriété intellectuelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mis à gauche. Comme souvent. Et à notre droite, Judith? Eh bien, Mathieu Hoc, vous êtes à droite. Exactement. Vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah oui, très merci. Bien. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, 0826 300 300, la charmante Aude vous attend évidemment au standard et on reçoit Xavier qui nous appelle de Floirac. C'est en Gironde. Bonsoir Xavier. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric, bonsoir Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue. Alors Xavier, vous savez le principe, vous restez avec nous pendant la durée de cette émission, vous allez aussi jouer tout à l'heure à notre quiz musical, mais en attendant, vous avez un petit coup de gueule à passer, un droit de vote universel, pas juste, selon vous, faudrait un permis pour voter en fait. Ah, pas mal. Une idée. Écoutez, j'ai l'impression que dans la société actuelle, on demande des permis et des conditions à tout le monde, un peu pour tout et n'importe quoi. Par exemple, pour conduire, il nous faut un permis de conduire. Pour accéder à certaines professions, il nous faut certains diplômes ou bien passer des concours. Il y a des exceptions pour les politiques, par exemple. D'ailleurs, on voit le résultat. On voit que certains sont dramatiquement mauvais et pourtant ils arrivent aux plus hautes fonctions. Bon, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on demande à quelqu'un d'avoir un permis pour conduire un véhicule sur la route, mais on lui demande pas d'avoir un permis pour diriger la nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les citoyens qui votent et donc qui vont diriger l'avenir de la France collectivement. Et qui, on peut se poser la question, en tout cas, est-ce qu'ils en ont les compétences? Moi, je pense que évidemment qu'ils ne les ont pas. En tout cas, je pense malheureusement qu'une grande partie des gens, et l'idéal, l'utopie que je porte, que j'aimerais, ce serait que on soit tous suffisamment instruits pour pouvoir voter en toute liberté.
mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et donc le résultat c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont manipulés par les dominants, ceux qui eux ont la culture, qui ont les moyens de défendre leurs idées en achetant la presse, en achetant les médias, en pouvant communiquer ou en pouvant manipuler les opinions. Et donc je peux donner quelques exemples. Par exemple, sur le plan politique, peu de gens savent que qu'on ait un gouvernement de droite ou de gauche, il y a énormément de règles qui dépendent simplement des traités européens. Sur le plan sociologique, ou même chose par rapport à la France avec le Conseil constitutionnel, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il y a une application qui va au-delà de la décision politique. Exactement. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, il y a des, là par exemple, très bon exemple, on a des politiciens de droite, très souvent d'extrême droite, là ça a été le cas récemment, qui disent « Oh, c'est le gouvernement des juges » et qui manipulent des millions de gens en leur disant « Vous voyez, c'est une honte faite à la démocratie, on a des petits juges, une petite élite de magistrats qui bafouent le vote populaire. » Mais tout ça est une foutaise en fait. Quand on a un minimum de compétences historiques et juridiques, on sait très bien que pourquoi le législateur, pourquoi la Révolution française a mis en place les droits de l'homme et pourquoi c'est en haut de la hiérarchie des normes, c'est pour éviter qu'on tombe dans des dictatures sanguinaires, justement. Donc c'est toute l'histoire qui nous apprend ça et le juridique. Le alors Xavier, ce serait pour Xavier, vous savez, bah oui, évidemment. Je conclus juste sur une phrase. Allez-y. On pourrait démultiplier les exemples sur la sociologie, la philosophie, etc. Mais la conclusion, c'est de dire quoi? C'est de dire que si les gens étaient plus instruits et plus compétents, ils comprendraient davantage le monde et ils auraient plus d'esprit critique pour pouvoir voter librement. Xavier, chaque jour avec Judith Belair à mes côtés, à 10h30, on fait le point et on cherche des idées de débat. On va vous appeler parce que ça, c'est une idée de débat. Un permis de voter, Judith. Oui, c'est vrai, un permis de voter. Mais alors, Mathieu Davis, ce qui est intéressant dans le discours de notre auditeur, c'est que finalement, lui, d'habitude, on entend des critiques pour nos politiques, et là, il critique les électeurs. C'est un point de vue très différent. Oui, alors j'ai pas très bien compris, Xavier, le permis, il est pour l'électeur ou pour l'élu? Parce que j'ai l'impression pour que l'électeur, celui qui va voter. La remise en cause était aussi sur l'élu et sur ses compétences on va dire, en droit et autres. Alors si c'est sur l'électeur... c'est vrai que celui qui a pas toute sa tête, franchement, et qui vote... Attendez, je crois pas qu'à la différence du permis de conduire, un électeur qui ne va pas voter n'a jamais tué personne. Bon. Et à l'inverse, je pense que il faut plutôt stimuler l'électorat. Au contraire, peut-être comme en Suisse ou dans d'autres pays, il faudrait le rendre obligatoire, le vote, pour faire des citoyens complets et qui ont droit en fait à la nation parce qu'ils ont aussi le droit de vote. C'est un droit constitutionnel, c'est une de nos plus grandes libertés publiques, le vote. Mais c'est peut-être aussi une obligation. Alors moi j'irais dans l'autre sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt envisager le vote obligatoire en ce sens que c'est un outil citoyen qu'on nous met à disposition et qui n'est pas assez utilisé. Et c'est vrai que les gens qui vous disent je ne vais pas voter me font plus peur que ceux qui vont voter pas forcément avec toute leur tête. Il serait pas avocat, monsieur. Ah bon? C'est pas vrai. Mathieu Hoc, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que le concept de permis de voter est complètement anachronique avec l'histoire même qu'on se fait de la démocratie. Monsieur parlait de la protection des droits individuels, etc. L'un des premiers droits individuels, c'est justement le droit de vote. Ça s'associe évidemment de devoir, vous l'avez bien justement souligné. Mais l'idée même de la démocratie, l'objectif au départ de la démocratie, c'est de massifier le corps électoral. On a d'abord passé par un vote censitaire, puis ensuite après un vote universel, etc. Donc l'idée de revenir dessus en introduisant des conditions d'éducation, il faudra m'expliquer quelles sont-elles, est-ce que c'est un diplôme, etc. Je trouve que c'est une idée un peu saugrenue. Ensuite après... je repose la question, est-ce que dit Xavier, celui qui n'a pas toute sa tête, est-ce qu'il doit voter? Non, mais s'il n'a pas toute sa tête, c'est-à-dire en gros, c'est quoi? C'est qu'il est psychologiquement, psychiatriquement fragile, etc. Par exemple, ou qu'il a commis des crimes. Enfin, peut-être. Alors même pour quelqu'un qui a commis des crimes, est-ce que pour autant vous avez commis un crime, est-ce que pour autant on va vous retirer le droit de vote? Ça arrive parfois, je crois. Ça peut arriver. Je suis pas certain que ça soit quelque chose qui soit positif pour la société. En revanche, moi je pense qu'en plus c'est invalidé par tous les chiffres. En fait, c'est qu'en fait aujourd'hui le niveau d'éducation, en tout cas le niveau de diplôme, est-ce que ça veut dire que les gens sont plus intelligents? C'est pas certain. Mais le niveau de diplôme n'a jamais été aussi élevé dans notre société. On n'a jamais eu autant de gens
10 CSP+, 20% de la population. Et pour autant, il y a jamais eu autant de problématiques posées sur justement les électeurs. Donc je vois pas en quoi l'augmentation du niveau de diplôme pour voter va résoudre une quelconque crise démocratique. Ensuite, quant à l'attaque sur le gouvernement des juges, il y a plein de... Enfin, on pourrait revenir dessus, mais c'est encore un autre sujet. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu mélangées, je trouvais, dans l'intervention de Xavier. Ouais, en tout cas, on aime bien son intervention à Xavier. Hein. Allez, vous restez avec nous, Xavier, parce que voilà, il y aura d'autres sujets après, notamment notre grand débat qui va pas tarder. Puis juste avant ça, il y a les 3 mots de l'actu de Majid Deimat et puis l'info été de Baptiste et les Métés. Voilà, qui arrive en prime d'ailleurs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. 17h17 sur Sud Radio, votre radio préférée. C'est l'heure des 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Ça vous fait Radio. rigoler, Frédéric Brindel. C'est vrai. Alors, vos 3 mots du jour, Majid Deimat, effort, vacances et exploit. Et oui, effort, car oui, je cite, les plus aisés dans la société vont participer à l'effort national. Ce sont les mots de François Bayrou devant la rencontre des entrepreneurs de France tout à l'heure. Et après l'effort, bien sûr, le réconfort et donc les vacances. Le Premier ministre maintient ses propos d'hier soir. Il ne pouvait pas recevoir les responsables politiques car ils étaient en vacances. Et enfin, exploit, car hier, un petit Français du nom de Hugo Blanchet, que personne n'attendait, a mis à terre le 16e mondial à coups de raquettes et de courage. Les vraies voix Sud Radio. Premier mot, effort. Alors, à la REF, vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est plus précisément, Majid. François Bayrou appelle les Français à se retrousser les manches. La REF. Eh oui, la REF. Qu'est-ce que c'est la REF, donc ? La rencontre des entrepreneurs de France. Voilà. Du coup, François Bayrou a sorti le mot qui fâche, mais qu'il assume pleinement, l'effort national. Dans son discours à la rencontre des entrepreneurs de France, le Premier ministre a voulu poser les bases de ce qu'il appelle une cohésion nationale. On l'écoute, c'était au micro des confrères de BFM TV. Il faut que nous garantissions aux Français que les plus aisés dans la société, les plus favorisés, dont beaucoup, je le sais bien, ont construit pierre à pierre leur situation, que ceux-là vont participer à l'effort national, à la juste mesure de leurs capacités. J'ai proposé que ce soit avec les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat que nous précisions cet effort, dont je veux simplement affirmer. Et oui, cette cohésion, dit-il, ne sera possible que si la justice est au rendez-vous. Mais attention, il nuance, je cite, pas question de fragiliser l'outil de travail, pas question non plus de donner aux investisseurs une raison de quitter le pays. En clair, oui à l'effort partagé, non aux impôts qui pénaliseraient la production. En citant Mario Draghi et son rapport sur la compétitivité, Bayrou envoie un message clair. Nous allons devoir faire des efforts conséquents, mais à condition que chacun, en particulier les plus aisés, prennent part. Sinon, il n'y aura ni cohésion, ni acceptation du budget. Bon, alors c'était devant le MEDEF. Il a visiblement, Mathieu Hoc, notre Premier ministre, au moins un soutien, celui de Patrick Martin. C'est un peu... Et encore, puisque Patrick Martin a critiqué la mesure qui est critiquée par beaucoup de François Bayrou, qui sont les 2 jours fériés, en indiquant que 2 jours fériés, c'était travailler plus pour gagner autant, ou voire gagner moins, en fait. Ce qui est complètement à rebours d'une idée de la vision qu'a le MEDEF du travail. Et donc... valoriser le travail, en l'occurrence. Valoriser le travail. Donc le problématique, c'est que François Bayrou, finalement, et c'est ça, je trouve, qui est le plus complexe dans sa position, c'est que il joue l'opinion publique contre les parlementaires irresponsables. Le problème, c'est qu'il a pas de soutien dans l'opinion publique, puisqu'il est soutenu à 17% à peine des Français, ce qui est quand même moins d'un Français sur 5. Et puis surtout, c'est qu'en plus, il se coupe, par ses déclarations, des derniers soutiens finalement de son écurie politique, notamment donc du bloc central, que sont les chefs d'entreprise, par l'intermédiaire de leur voix du MEDEF, mais même aussi de les petites et moyennes entreprises, mais également des retraités avec la phrase sur les boomers. Donc en fait, c'est compliqué pour lui, exactement, de se dire je joue l'opinion publique et j'attaque des gens qui en plus sont structurellement plutôt pour moi, électoralement en tout cas. Mathieu Davy, Majid l'a dit, il a cité Mario Draghi, François Bayrou, et il a, avec le rapport sur la compétitivité, en nous disant à nouveau, nous allons devoir faire des efforts conséquents. J'ai envie de dire, on en fait déjà beaucoup des efforts. Enfin, les Français en tout cas. Bien sûr, qui va les faire ? À qui on les demande ? C'est ça. On en discutera tout à l'heure, mais si on s'attaque aux boomers, alors allons chercher l'argent chez les boomers. Mais si la question c'est encore une fois de venir sur je dirais le français moyen, c'est-à-dire à peu près nous tous, la réponse est non, et en tout cas elle sera non, je pense le 8 septembre. Sur les grands patrons, en l'occurrence qui étaient là, il est pas trop vindicatif. Pas du tout.
Ouais. Pas du tout. Comme on peut parler vrai sur Sud Radio, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Et j'ai l'impression que ça va être le cas. Allez, Magid, bien, votre trinquons. deuxième mot. Oui, demain soir, c'est bientôt. Deuxième mot, vacances. Car si les réunions n'ont pas eu lieu en août, c'est que les chefs de parti avaient déserté pour les vacances. C'est ce que nous expliquait le Premier ministre hier soir. Et oui, totalement. François Bayrou l'a encore confirmé tout à l'heure. Impossible d'organiser des rendez-vous au mois d'août avec les chefs de parti. On l'écoute, c'était tout à l'heure au micro de nos confrères de BFM TV. Pendant le mois d'août, tous les Français, tout le gouvernement, sauf moi, et les organisations, les responsables d'organisation sont pour la plupart au mois d'août en vacances. Et c'est bien normal. Et j'ai donc indiqué que c'était pas pendant ce mois d'août que je pouvais avoir les consultations, puisque les responsables, pour la plupart, en dehors de quelques-uns sans doute, n'étaient pas là. Point. En quoi est-ce un reproche ? Tous les Français savent que c'est normal et que c'est comme ça que ça se passe. Sauf moi. Sauf que, même maintenant que la rentrée est là et que certains sont de retour, eh bien Matignon ne les attire toujours pas. Pour rappel, le Premier ministre espère recevoir les responsables de parti pour préparer son vote de confiance le 8 septembre. Résultat, c'est plutôt timide. La France insoumise a déjà tranché. Manuel Bompard confirme que LFI ne participera pas à cette opération de sauvetage. Chez les écologistes, Marine Tondelier reste dubitative. Je cite, on ne voit pas bien l'intérêt. Le RN, lui, y sera, mais considère la rencontre plus comme un rendez-vous de politesse que comme un véritable dialogue. Lundi, Bayrou risque donc de se retrouver à Matignon avec beaucoup de sièges vides. Eh bien, on va en parler de tout ça à 18h40 dans notre coup de projecteur, chères auditrices, chers auditeurs. Votre troisième mot, Magid, exploit. Hugo Blanchet, 26 ans, signe une prouesse. La petite Blanchette. Non, mais c'était parce que c'est à l'US Open, donc je voulais faire Blanchette. Oui, les arbitres Blanchett. l'appelaient comme ça. C'est pour ça que je répète bêtement. On vous écoute, Magid. Et oui, à New York, sur le cours numéro 7, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Hugo Blanchet, 26 ans, classé 184e mondial, l'a fait trembler le 16e Jakub Mensik pendant 5-7 jusqu'au super tie-break final. Mais même Jo-Wilfried Tsonga, derrière son écran en France, a applaudi, partageant le moment sur ses réseaux sociaux. Et pourtant, la jeune carrière de Hugo n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Déjà, à 22 ans, il était 900e mondial. À force d'investir, il s'est même demandé s'il devait arrêter, comme il le témoigne sur Tennis Actu TV. En fin août, j'étais toujours 900 ou 880, quelque chose comme ça. Et voilà, je suis allé voir mes parents parce que c'était eux qui finançaient pas mal, qui finançaient quasiment totalement mes saisons. Donc je suis allé voir et je leur ai dit peut-être que moi je stagne un petit peu, je passe toujours pas le cap, donc je me dis autant que tout le monde garde son argent. Et enfin, un petit message personnel. Comme quoi, never give up, comme disent les Exactement. Anglais. Ne Surtout jamais que c'est lâcher un l'affaire. pote de Magid, hein. Et oui, justement, j'allais y venir. Petit message. Enfin, petit message personnel à Hugo. Toi et moi, on a grandi dans le même village à Châtillon-Michaille. On était dans la même classe, on jouait dans la même cour de récréation au foot. Maintenant, tu joues dans la cour des grands. Je suis fier du chemin que tu as parcouru et j'espère que tu iras loin encore. Vous aussi, vous êtes dans la cour des grands, Magid. Hein. Pareil. En revanche, au tennis, c'est pas ça, Magid. Moyen. C'est vrai. Allez, c'est l'info vacances. Les vraies voix Sud Radio. La première du La rock nouveau. première de Baptiste Elémété. Alors, après 3 ans de règne, Baptiste, le film Red Notice de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds perd sa place du film le plus vu de Netflix sur les 91 premiers jours. Effectivement, 236 millions de vues en seulement 3 mois. C'est le record que vient de battre le film d'animation K-pop Demon Hunter. Ouais. La production américaine d'1h30 est déjà disponible sur Netflix. Elle met en scène un girls band en guerre contre un boys band de démons. Super. Et pour Ah non, mais but c'est le film de préféré de voler ma fille. l'âme des fans. Donc on écoute tout de suite la bande d'annonce. Ah, j'ai 30 ans déjà. Pour le monde entier, vous serez des stars de la pop. Mais en réalité, vous serez bien plus que ça. Vous serez des chasseresses. Ouais, on sera des chasseresses. Alors ça cartonne, ma fille en 11 ans, ça cartonne dans sa génération, je pense qu'elle l'a vu 250 millions de fois. Alors, la Donc mienne, elle doit a jouer au 16 truc. ans, ça y est, elle ne regarde pas. C'est passé. Voilà. Ouais. Donc comme quoi, Ah, c'est entre 10 et 15 quoi. C'est que sur une certaine Ou 14. tranche d'âge. Ouais. Alors,
Ce succès, il s'explique, les personnages sont drôles, attachants, divertissants, le tout à travers une animation dans le style du film Spider-Man Across the Verse, le dessin animé. Donc le film, il dégage une vraie énergie. La double rivalité à la fois musicale et idéologique entre les chasseresses et les démons tient le public en haleine du début à la fin. Malgré tout, la raison qui explique le succès du film, c'est qu'il ne se contente pas d'enchaîner les clichés. Le scénario est recherché et donc, sans vouloir vous spoiler, pour gagner, les superstars de la pop, elles vont devoir utiliser autre chose que le simple pouvoir de l'amitié qu'on voit dans tous les dessins animés. Alors, il y a une info dans votre truc, c'est qu'il y a 2 suites prévues. C'est ça que vous nous dites, Baptiste. Ça va faire plaisir à ma fille. Au vu du succès, c'est pas une, mais 2 suites de prévues par la production. Malheureusement, pour nos fans de K-pop, la date n'a pas encore fuité. Ils attendent ça patiemment. Excellente première de Baptiste. Excellente première, bravo Baptiste. En plus, fait plaisir à la fille de la présentatrice. Voilà. Il a tout compris. Au top Baptiste. Allez, dans un instant, c'est notre grand débat du jour. Clermont-Ferrand s'enlise dans la violence des trafics de drogue, fusillade, règlement de compte et déjà 4 homicides depuis janvier. Bruno Retailleau a réuni ce matin le préfet du Puy-de-Dôme et les responsables de la police et de la gendarmerie. Une réunion d'1h30 pour une seule annonce, la venue du ministre à Clermont le 5 septembre dans les quartiers minés par les dealers. De nombreuses villes moyennes sont le théâtre de violences liées au trafic de stupéfiants. Plusieurs d'entre elles ont mis en place des couvre-feux pour les mineurs d'ailleurs. L'action armée des narcotrafiquants sème la terreur. L'État ne semble pas toujours armé pour mettre un terme à ce fléau. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Suite à ce projet de visite de Bruno Retailleau à Clermont-Ferrand, le narcotrafic est-il plus fort que l'État français? Donnez votre avis. Et puis appelez-nous, vous le savez, 0826 300 300. On est avec Bruno Pomar, pour en parler. Bruno, vous êtes maire de Belleflou dans l'Aude, fondateur du RAID et puis un habitué des Vraies Voix. Comment ça va? Bonsoir Bruno. Écoutez, très très bien. Vous voyez, je me suis arrêté exprès pour vous parler. C'est un bonheur de vous avoir. Un grand plaisir. Il est pas en vacances, le Bruno. Bonne mine, hein. Oui, on dirait, non? Non, je suis revenu. Au travail. Allez, on est tous sérieux. Bruno, démanteler les réseaux, ok, les réseaux narcotrafiquants, mais que faire pour empêcher qu'ils reviennent, en fait, qu'ils repoussent, c'est une hydre, ces réseaux. On coupe une tête, il y en a une qui repousse. On pense évidemment à Marseille, à Nîmes et à pas mal de grandes villes ou de villes médianes actuellement en France. Oui, il y a un gros réseau, on le sait, la DZ Mafia qui est quand même qui a imprégné la totalité de notre territoire, cette fameuse mafia de narcotrafiquants qui ont évidemment imprégné le territoire français de façon exponentielle, puisqu'on le sait maintenant, même les villes moyennes sont touchées par les stupéfiants. Et encore une fois, l'État, et je crois que les services de police, il faut leur rendre hommage, croyez-moi, parce que leur travail n'est pas simple. J'étais encore hier avec des copains de l'OFAST avec qui je discutais, ils n'arrêtent pas, ils lâchent pas l'attention, ils lâchent pas la pression sur ces réseaux, mais le travail est immense. Le travail est immense parce que effectivement on a perdu quelque peu la main, il faut le dire, sur ce sujet. Pourquoi? Parce que encore une fois, les importations de stupes sont, j'emploie encore le mot exponentiel, mais c'est la vérité. On avait il y a quelques années, moi quand j'ai connu ça du temps du RAID, on va en reparler. Bruno, vous connaissez le principe. On va en reparler dans un instant. On fait pas le débat tout de suite. Vous restez avec nous, surtout ne bougez pas trop de votre voiture, parce que vous captez parfaitement. On vous entend très bien. Et vous aussi, les auditrices, les auditeurs, restez là. On revient dans un instant pour le grand débat du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. C'est la fête des Mathieu, les 2 Mathieu sont là. Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du Millénaire, Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Ils sont prêts, Judith, je vous les livre. Nous sommes sur le départ sur les chapeaux de roue, il est 17h34, c'est le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Trafic de drogue, fusillade, règlement de compte. Clermont-Ferrand s'enfonce dans une spirale de violence depuis plusieurs semaines. 4 homicides depuis le début de l'année et une population qui ne cache plus son exaspération et sa peur. Bruno Retailleau a donc réuni ce jeudi matin au ministère de l'Intérieur le préfet du Puy-de-Dôme et les patrons de la police et de la gendarmerie. 1h30 de discussion pour une seule annonce pour l'instant, la venue du ministre à Clermont le 5 septembre prochain. Objectif affiché, reprendre le terrain, réaffirmer l'autorité de l'État dans les zones de Dille, de la Gare et de Croix de
de Néra, devenu le théâtre d'affrontements sanglants. Un autre exemple, alors qu'il participait à une opération de démantèlement d'un point de deal, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a été la cible de tirs de mortier. Les maires de Clermont-Ferrand, Limoges, Besançon, Béziers et tant d'autres crient à leur impuissance face à des armées de narcotrafiquants toujours plus terrorisantes pour les populations locales. Ils appellent solennellement à une réponse extrême et ferme de la justice et à des peines exemplaires, ces maires. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Le narcotrafic est-il plus fort que l'État français ? Eh bien, vous dites oui à 86%. Eh ben c'est assez clair pour les auditrices, les auditeurs de Sud Radio. On est avec Bruno Pomar, qui est maire de Bellefou dans l'Aude et fondateur du RAID pour en parler. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Juste avant la coupure, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu tout le contexte. Je vais quand même rappeler quelques chiffres. En 2024, il y a eu 53,5 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, plus du double par rapport à 2023, soit une augmentation de 130% du trafic, et plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et d'MDMA ont été saisis, donc pareil, plus 123 par rapport à 2023, c'est absolument énorme. Oui, on pouvait rajouter une économie qui est de l'ordre de 6 à 7 milliards. Donc c'est pas rien, qui est d'ailleurs inclus dans le PIB national. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire. Oui, c'est un vrai fléau que le narcotrafic. Et il y a un travail qui est considérable à mener. Et c'est vrai que l'État qui bouge, on peut pas dire que l'État ne bouge pas. Ça serait pas reconnaissant vis-à-vis des policiers, de l'OFAS, des équipes de stupes qui travaillent sur le terrain sans cesse. Mais le problème, c'est que, vous savez, un État, c'est lourd à bouger. Et les narcotrafics vont très très vite. Les narcotrafiquants vont très très vite pour mettre en place toute la toile d'araignée qu'ils ont mise en place depuis quelques années et qu'on n'a pas su résorber, en fait, en quelque sorte par la sécurité, bataille, je dirais, des services de police qui sont un peu dépassés. Je pense que le travail doit être mené, encore une fois, de fond. Les services de police ont fait des avancées, on ne peut pas le nier. Vous savez que lorsque Darmanin est passé au ministère intérieur, il y a eu la LOTMI qui a permis de créer des postes à l'OFAS, qui a permis de créer des postes en PJ, qui a permis d'avoir du matériel, parce qu'il faut du matériel pour lutter contre les stupes. Maintenant, au ministère de la Justice, on l'a vu encore une fois, Darmanin a quand même bougé avec Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, qui sont deux réponses importantes, je trouve, pour la lutte contre le narcotrafic. Alors c'est vrai que on a l'impression de faire quelque chose un petit peu en haut là-bas, et on se dit en dessous, tout continue. Oui, c'est vrai, ça continue, mais je crois qu'il faut qu'on tape sur les réseaux au plus haut niveau. Ce qui a été fait d'ailleurs, il faut le signaler, avec des aides mafias, avec le Team Yoda, qui a été en partie anéanti. C'est les groupes de Marseille, Bruno. Alors, on a votre point de vue, Bruno. C'est eux qui mènent tout. Oui, c'est eux qui mènent tout. Oui, tout à fait. Alors, point de vue de la police, on a la chance d'avoir un avocat aussi dans les vraies voix ce soir. Mathieu Davy. Alors. Mathieu Davy, est-ce que la justice, qui est souvent montrée du doigt parce que pas assez répressive, parce que trop tolérante ou etc., je ne sais quoi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau de la justice pour enrayer ces narcotrafics ? Parce que, attention, les juges aussi subissent la pression. On connaît le principe de ces gros narcotrafiquants. La question que vous posez, c'est est-ce que l'État français est supérieur ? Dans l'État, il y a État de droit pour moi. Ouais. Et effectivement, une réflexion qui me vient, c'est est-ce que le droit est appliqué ? Je ne parle pas des juges, je parle est-ce que notre droit est suffisamment puissant contre les réseaux, contre peut-être les consommateurs, peut-être contre le droit international, contre les pays producteurs. Est-ce que notre droit, qui normalement doit nous protéger, on parle de réseaux criminels et délictuels du côté du consommateur, est-ce que le droit est mis en place et réellement appliqué ? Si le droit est fort, l'État est fort. Et là, on voit bien qu'on est un peu faible. On voit bien qu'on est dépassé. Alors, est-ce que la réponse, c'est pas l'état d'urgence contre l'état de droit en général ? C'est le principe. Moi, je vais vous dire, je crois que la cocaïne devrait être aujourd'hui un sujet de santé publique numéro 1. Quand vous voyez des mineurs qui en prennent, quand vous voyez qu'on parle de millions de consommateurs, et quand vous voyez les désastres absolus que ça a pour la santé. On parle de drogue dure, on parle de mort, on parle d'arrêt cardiaque, on parle de vie détruite. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais sérieusement, il y a le cannabis, mais les drogues dures maintenant, des drogues de synthèse, on fait quoi ? Donc sous-entendu, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic. Moi j'attends un ministre aujourd'hui qui nous dise
c'est un sujet d'intérêt général numéro 1 et je vais mettre en place des moyens et une politique répressive. Pardon, encore une fois, je ne vise pas que le consommateur quand je dis ça, je vise toute l'échelle, je vise tout le système en tant que tel. Je crois qu'on est extrêmement faible sur ce sujet et qui n'est pas arrangé par le comportement de certains politiques eux-mêmes. Pardon, mais quand on voit qu'on a un sénateur ou un député qui va acheter de la drogue et que donc, comme si ça sous-entendait que dans le pouvoir, que dans l'école blanc, il y a une sorte de tolérance. Tolérance zéro sur la drogue, parce qu'on parle de nos enfants, pardon. Ouais, clairement. Mathieu Hoc, on sait en plus que ce trafic il est bien rodé, qu'il y a des guetteurs, il y a le dealer, il y a des cartes de fidélité pour contrôler les clients, enfin tout ça est extrêmement bien ficelé. Il y a carrément des vraies zones de non-droit sur notre territoire aujourd'hui. Oui, en effet, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse, mais et je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce qui est majeur à comprendre sur le narcotrafic, c'est que l'état de droit à créer des zones de non-droit dans notre pays. Pour plein de raisons, en fait. Parce que on a laissé installer, par le manque de réponse, justement, pénale, et nous, on a travaillé dessus, c'est d'ailleurs un des aspects manquants de la loi narcotrafic, c'est la réponse pénale. On a laissé... La réponse pénale pour les trafiquants ou pour les consommateurs? Les consommateurs, j'y viendrai aussi, mais surtout pour les trafiquants. On a laissé prospérer un climat et un sentiment d'impunité, parce que justement, la sanction n'était pas forte. Avec quelque chose qui est très simple, vous ouvrez aujourd'hui le code pénal pour toute infraction liée au trafic, à la production, à la détention et au trafic, c'est censé être puni de 20 ans de réclusion criminelle. Or, la réalité, c'est que cette peine de 20 ans n'est quasiment jamais prononcée pour un narcotrafiquant. Et en plus, lorsqu'elle parce qu'il y a des juges qui ne la prononcent pas, parce que justement, ils considèrent que pour plusieurs facteurs, il faut diminuer la peine. Ensuite, après, dans d'autres points, c'est que la peine qui est prononcée ensuite, après par le juge, n'est jamais réellement celle qui est effectuée, puisqu'on a le système de réaménagement automatique de peine. Donc, tout cela pour dire qu'on a une sensation d'impunité. En plus, vous avez un autre élément, c'est que les narcotrafiquants, comme vous l'avez très bien dit, sont très organisés et utilisent des mineurs. Or, aujourd'hui, le droit des mineurs, et justement avec la justice des mineurs qui divise par 2 automatiquement la peine, fait que de fait, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des mineurs en prison. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un état de droit qui crée des zones de non-droit. Ensuite, après, la question qui est posée, c'est comment aujourd'hui on règle la question du marché de la drogue. Vous avez dit 6 à 7 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut être plus fort que les narcotrafiquants ? Travailler sur les consommateurs également, et il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Bruno Pomar, pour rebondir sur ce que dit Mathieu Hoc, ces jeunes mineurs qui sont guetteurs souvent, etc., et qui servent beaucoup au narcotrafic, on le sait, parce qu'ils subissent moins de condamnation ou pas du tout parfois, c'est des gamins qui gagnent en une journée ce que leurs parents gagnent en un mois. Donc il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire que tant qu'il y a une vraie misère dans les quartiers, il continuera à y avoir des dealers et ce système de narcotrafic avec des mineurs intégrés, quoi. Oui, il faut essayer de casser évidemment au plus haut déjà les réseaux. Je parle des aides-mafias qui a installé vraiment un dispositif extraordinaire, je dirais, excusez-moi le terme, mais c'est vrai, et qui permet effectivement maintenant de défier non seulement la police, mais de défier également les élus. Et on le voit en mettant la pression et en embauchant des mineurs, souvent des jeunes déscolarisés, souvent des jeunes qui sont même pas d'ailleurs de la région ou du département. Oui, ils descendent à Marseille, ils viennent du centre de la France ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr. Les shooters, ce qu'on appelle les shooters, c'est ceux qui font les basses besognes, etc. Donc il y a vraiment une organisation comme une entreprise qui s'est mise en marche et c'est très compliqué. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà de l'aspect purement droit, parce que vous savez, chez plein de jeunes qu'on retrouve en prison, ça leur fait plus peur la prison. Parce qu'à la limite, ils préfèrent vivre 10 ans de leur vie en gagnant 10 000 euros par mois que vivre toute une vie normale au SMIC. Vous voyez, je fais un raccourci, mais je l'ai entendu dire par des jeunes, ça. Donc, vous voyez un petit peu où on en est. Donc, il y a tout un travail, non seulement de répression, et vos invités l'ont dit très justement, de répression très dure sur les consommateurs, c'est une chose. Ça, c'est important. Sur les trafiquants, évidemment, mais également sur les pays producteurs. Exactement. On parle au Maroc du Rif, qui nous envoie des tonnes de shit en France. La Colombie, qui produit plus de 3500 tonnes de cocaïne par an. Et qui prospère en ce moment grâce à ça. Et oui, donc vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc tout ça, il faut essayer de travailler ensemble. Et surtout, permettez-moi de revenir à un sujet, vous savez que combien j'y tiens beaucoup, c'est le travail de prévention
et d'éducation à faire sur notre jeunesse. Moi, je l'ai fait tout cet été. Je suis allé sur des quartiers nord de Marseille travailler avec mes équipes de policiers. Je vous assure qu'il y a un travail de prévention à mener pour éviter que ces jeunes partent à la dérive. Mais beaucoup, Bruno aussi, et on l'a dit sur les consommateurs. Moi, le passionné de cyclisme et ancien cycliste que je suis, vous savez, nous on a une habitude, c'est les tests antidopage. Si vous testez les gens sur prise de cocaïne ou pas, on sait. On pourrait en faire un à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour reprendre ce que disait Mathieu Davy. 0826 300, Xavier, notre auditeur fil rouge. L'État plus fort ou moins fort que le narcotrafic pour vous, Xavier ? D'être moins fort que le narcotrafic. Après, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la classe politique autour de la vente de drogue, du trafic de drogue, puisque on sait que, par exemple, l'homme se drogue depuis des millénaires. Donc, on n'éteindra pas absolument la consommation de drogue. C'est une connerie. On sait aussi que la prohibition, ça marche pas vraiment. Ils ont essayé aux États-Unis avec l'alcool. On a vu le résultat. Ça a créé des mafias immenses. Alors peut-être qu'on peut trouver des solutions entre deux, par exemple légaliser le cannabis pour créer une filière qui soit sous contrôle de l'État et où on n'ait pas des mafias qui profitent de la consommation de cannabis. On pourrait aussi, comme a dit Bruno Pomar, avec qui je suis pas toujours d'accord, parce que il a moi non plus, je vous rassure. Il y a Philippe Pujol, qui est le journaliste à qui on a donné le prix Albert Londres, qui a mené des enquêtes depuis 20 ans sur le trafic de drogue et qui explique très bien tout ça. Il y a évidemment, là je suis d'accord avec Bruno Pomar, un malaise social. Un malaise social à l'origine de ce narcotrafic, du développement de ce narcotrafic. Si les jeunes, on leur donne des perspectives d'avenir, si on leur donne un environnement qui leur permet de s'épanouir, si on leur donne les capacités d'aller de l'avant, eh bien ils se retrouvent moins, en tout cas bien moins dans le narcotrafic, dans le malaise que ça constitue, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on entend très régulièrement sur les ondes d'ici et là, en fait, il y a beaucoup de dealers ou de personnes qui participent au narcotrafic qui souffrent énormément de ça, qui finissent maltraités, torturés. Ça, c'est chez les dealers et qui s'enrichissent pas du tout. Ils finissent au contraire avec des fausses dettes et ils sont obligés de payer des fausses dettes imaginaires qu'on leur invente pour les maintenir comme esclaves. Et par ailleurs, chez les consommateurs, je terminerai là-dessus. Allez-y. Sur rapidement, les consommateurs. Vous savez, les gens qui consomment de la drogue et qui sont addicts à la drogue, ils sont en grande souffrance. Ce sont des gens qui sont malades. Alors, je dis pas que il faut les caresser dans le sens du poil et que il faut les victimiser, mais je dis que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire et que les gens qui sont pris dans la tourmente de la drogue, ils sont en pleine souffrance et on doit trouver aussi une façon de régler ce problème de manière intelligente. Merci Xavier. Mathieu, que je rebondis rapidement sur cette histoire de légalisation. Il est certain que si le cannabis, en l'occurrence, on parle pas des drogues plus graves, on parle du cannabis, s'il était légalisé, déjà il y a un problème de santé publique en moins globalement parce que c'est utilisé médicinalement dans certaines situations. Ça peut régler potentiellement le trou de la sécurité sociale pratiquement parce que c'est beaucoup d'argent, c'est une manne financière pour l'État, c'est une grosse manne financière et ça permettrait éventuellement de casser le trafic. Alors je vous pose la question à vous parce que je sais qu'a priori vous êtes contre. Oui, alors moi je suis entièrement contre la légalisation pour plein de raisons, mais déjà est-ce que c'est un coût, est-ce que légaliser aura un coût positif pour les finances publiques, en tout cas pour le trou, pas certain, puisque vous regardez le tabac est légalisé et c'est un coût neutre en fait, c'est-à-dire que ce que vous gagnez en termes de taxes est automatiquement aux États-Unis par exemple, où c'est légalisé dans certains États où c'est carrément commercialisé, c'est des mannes financières absolument énormes. Oui, après il faut regarder les dépenses de santé ensuite après qui sont associées. Et donc ensuite après moi pour ce qui est de la légalisation, je mets 3 objections à cela. La première, c'est que quand on regarde le modèle du Québec, qui est le modèle qui est souvent pris en exemple, etc. Moi j'ai regardé dans le cadre d'un rapport précédent, on a une augmentation du nombre de consommateurs. On a à peu près 20% d'augmentation de la consommation. Est-ce que l'on veut avoir une société où de plus en plus de gens se droguent, même si c'est légal? Au Québec, sachant le shit partout à Montréal. À New York aussi. À New York aussi également. Ça se sent très très fort. Est-ce que vous voulez d'une société comme ça, sachant quand même que la drogue en tant que telle, c'est effectivement, on n'empêchera pas les gens de se droguer, mais ça reste quand même un marqueur d'un déclin de civilisation. La Chine est tombée à cause de l'opium, par exemple. Deuxième, je terminerai dessus. Je ferai pas les 3 exemples, mais le deuxième aussi, la deuxième objection, me semble-t-il, c'est qu'on voit une augmentation de la consommation des jeunes. Et en fait, on voit une diminution d'un indicateur qui est très important. C'est l'âge du 1er juin. Et l'âge du 1er juin a baissé au Québec. Et on sait, en tout cas les psychiatres le disent. Moi, je suis pas psychiatre, mais les psychiatres disent que plus vous fumez tôt un jeune, même à quelques mois près, 6-7 mois, en termes de construction du cerveau, plus le jeune va avoir des problématiques de santé, mais également de décrochage scolaire, et donc avec toutes les problématiques d'éducation qui en découlent. Et c'est à vous la conclusion, Mathieu Davy. Vous qui êtes un homme de loi, vous êtes avocat, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État français a encore les moyens d'enrayer ce narcotrafic ?
Il les a, mais il faut mettre des moyens considérables et il faut être Ça tombe bien, on est endetté. Et il faut être très pragmatique. Moi, sur la légalisation, je suis pas très à l'aise. Je suis tout à fait pour reconnaître le caractère du malade. Il faut encadrer les malades, mais je suis tout aussi d'accord pour dire qu'il faut empêcher l'accès à la drogue. Un consommateur de cocaïne a fumé des joints avant. Le passage d'une drogue douce à la drogue dure, c'est à peu près 80%. Donc en fait, ce qui me fait peur, c'est légaliser, ça ouvre la porte à la consommation de drogue. Je pense qu'il faut parler de soins. Il faut laisser les médecins travailler, les addictologues, on va dire tout le personnel social auprès des malades, mais il faut bloquer au maximum l'accès à la drogue et toutes les drogues. Merci. Bruno Pomar, un tout petit mot là-dessus, légaliser ou pas légaliser? En 10 secondes, cher Bruno. Non, vous savez, je partage ce que se disait Mathieu à l'instant, on peut pas légaliser comme ça. De toute manière, si on légalise, ça veut dire qu'on aura des drogues parallèles moins chères, comme les cigarettes, et puis on aura le développement de la cocaïne. Je vous rappelle que la cocaïne coûte moitié moins cher maintenant, le gramme. Donc, je pense que c'est pas une idée, quoi. À bientôt à l'antenne, Bruno. À bientôt. Merci Bruno Pomar. Je rappelle que vous êtes maire de Belleflou dans l'Aude, des fondateurs du RAID. Merci pour votre participation à notre débat aujourd'hui. Et puis vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va se faire plaisir musicalement. C'est le quiz musical qui arrive. L'avant-dernier de votre été. Oui, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Il est content. À ma gauche, Mathieu Davy. À ma droite, Mathieu Hoc. En face de moi, l'excellent Xavier de Floirac. Judith, je vous les livre. Ils sont prêts pour le blind test. C'est le blind test quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Bon, alors je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui. Je vous ai fait un thème sur les chansons et pas que les chansons, d'ailleurs les chanteurs iconiques. Donc ça va peut-être être un peu plus facile. A priori, ça va être facile, ouais. Je rappelle le règlement, 9 extraits. 9 extraits, je rappelle pour vous aussi, Xavier. Vous devez trouver l'interprète. L'interprète, et c'est celui qui va le plus rapidement. Vous êtes à 3, chacun pour sa paroisse. Allez, extrait numéro 1. Prince. Alors je vais donner les noms parce qu'on a deux Mathieu, c'est 1-0-0 pour ça Hoc, vous fait rigoler, Xavier? pour David. Oui, c'est ça, ouais. Pour David. Allez, extrait numéro 2. Michael Jackson. Xavier, il était pas loin. C'est trop facile aujourd'hui. Mais c'est vrai que le Mathieu Davy, il était un peu plus rapide là. Ça fait deux. Xavier, faut être hyper réactif et coller à votre téléphone. Vous êtes prêts? Numéro 3. Un peu plus dur celui-là. Piaf. Oh. J'ai un peu de la momie à la télé. Mon Dieu. Mathieu Davy, vous êtes terrible. Mais Piaf. Laissez-le-moi. Mais Judith a perdu. Vas-y. Non, mais j'aime trop mes chansons. Non, mais c'était beau, Judith. C'est mes chansons préférées. D'accord, très bien. Je vous ai mis mes chansons préférées, en fait. Attention, ça sent 98. 3-0 et 1 et 2 et 3 pour Mathieu Davy. Mais attention, Xavier, tout est encore possible, il y a encore 6 extraits. Allez, c'est parti, numéro 4. Il va trop vite, Mathieu Davy. Mathieu Davy, 4. Je l'entends même pas. Comment ça, vous entendez pas? Non, mais lui, je l'entends même pas, il va trop vite, quoi. Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas laisser tomber, parce que il a 4 points et il reste 5 extraits. Remontada. Allez, numéro 5. Oui, c'est Xavier. Ça, c'est un auditeur qui est à fond dedans. C'est la folie à Floirac et non pas la folie. Non. Justement, on parlait de la légalisation. Légalisons. C'est pas du tout celle-là. Je me suis trompée de titre, je l'ai changé entre temps, mais c'est la 6 quand même, c'est le même chanteur. Allons-y. Allons en Serge Sardou? Non. C'est ça. Dans toute l'histoire de la radio française, Xavier, le premier à confondre Gainsbourg et Sardou. Attends, Michel Sardou en reggae. Oui, Gainsbourg, putain, merde. Xavier, c'est votre meilleur. On vous envoie l'enregistrement, Xavier, faut le garder. Mais je vais venir prendre ma revanche sur le plateau parce que j'entends. Venez, Xavier. Mais vous êtes le bienvenu. Alors bon, ça fait 5-0 pour Mathieu Davy. Vous avez
compris que mathématiquement c'est gagné. Est-ce que l'excellent Mathieu Davy laisse les deux adversaires s'étriper pour le deuxième? Je l'avais Winehouse, mais je le laisse, voilà. Allez, c'est entre donc Mathieu Hoc et Xavier. Numéro 7. Bravo Mathieu Hoc. Il l'avait pas, Xavier, aussi, non? Elvis Presley, non? Bah oui, mais j'ai l'impression que Mathieu l'a dit avant. Hein? Julien Julien réalisateur. Delmas, notre réalisateur. Ah, c'est Xavier, bravo. Ouais, Xavier. Bravo. Allez, crie encore un petit coup. Ouais, Xavier. Xavier, ça fait 2 points pour vous, mais il reste 2 extraits. Ça veut dire que Mathieu Hoc peut égaliser. Allez, numéro 8. Ah oui, putain. Ah, Imaginal the People, là, ouais, c'est quoi? John quelque chose? Mais non, il faut pas spoiler, Elton enfin. John. Non, pas Elton John, ça va pas. Quel, mais vraiment, Voilà, mais quel. Alors, Xavier, non? Non, mais je vois pas le nom. Pas les Beatles, un truc dans le genre, ça vous dit rien? Vous avez... Imagine all the people. C'est John Lennon, les amis. John Lennon. Et bravo Xavier pour le... Ah oui, Imagine All the People. Vous pouvez pas être pire que je ne dirais rien. C'était John Lennon et on se souviendra que Mathieu Hoc a confondu Elton John et John Lennon. Bon, c'est pas grave. Allez, pour la numéro petite... 9, pour la dernière. Ah ouais, JM. Bravo Xavier. Une deuxième place exceptionnelle de Xavier. Bravo. Mathieu Bravo, Hoc, Xavier. 0 points. Mathieu. Mais faut savoir. Et victoire de Mathieu Davy. Merci Xavier, merci pour votre enthousiasme. Ne changez rien surtout. Et vous, merci à vous, Judith. Vraiment, vous êtes top. Payer un petit verre la prochaine fois. Avec un grand plaisir. Et moi, je bois de la limonade, c'est ça. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas blonde. Non, on s'en mauvais. Allez, merci Xavier, on vous embrasse. Et vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs. Ça continue dans un instant. Puis ça continue avec des auditeurs, ça continue avec des infos, du débat. Vous savez, vous êtes dans les vraies voix de Sud Radio, 17h59. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Ils furent héroïques pour la première période, la première mi-temps, la première heure. Nous les attendons au bout du tournant, au coin du virage. Je croyais que vous alliez dire au bout du tunnel. Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du Millénaire, et Mathieu Davy, les deux Mathieu, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Ce Mathieu Davy qui est à ma gauche et le Mathieu Hoc qui est à ma droite. Et attention, il y a ma tête aussi. Hein. Ah oui, j'avais failli vous mettre... Pardon, Judith. C'est pas grave. Vous connaissez ma douceur. Allez, 0826 300 300, vous pouvez réagir sur Sud Radio, vous le savez. Parlons vrai, on file au répondeur d'ailleurs, puisque nous avons un message de Johan qui nous appelle de Marseille. Bonjour les voix, c'est Johan de Marseille. Petit coup de gueule aujourd'hui, c'est le jour de réception de la taxe foncière et à nouveau pour je ne sais combien d'années consécutives, on se prend encore une augmentation. Alors c'est bien d'être propriétaire, on nous a incité à cela pendant des années et aujourd'hui ça commence à devenir compliqué de devoir assumer ses choix de vie. Sans compter que ce sont des impôts qui partent et au final on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait plus à quoi ça sert, ça se perd dans le marasme des impôts qu'on paye en France et au final on n'y voit plus très clair. Voilà, donc bon courage à tous les propriétaires et en espérant que la situation s'améliore un jour. Alors effectivement, j'entendais un propriétaire ce matin dire qu'il payait déjà 1 500 € par an de taxes foncières pour une maison en province, donc c'est un peu chaud. Mathieu Hoc, la sensation, je pense qu'on a même tous autour de cette table, c'est qu'on paye beaucoup en ce moment. Oui, mais en fait surtout c'est qu'au-delà de payer beaucoup, les Français se disent, et légitimement, on est taxé plus que dans les autres pays européens ou de l'OCDE, 48% du PIB, et l'État français dépense 57% du PIB. On dépense plus que tous les autres pays européens, et pour autant, on n'a pas pour notre argent, puisque à l'école, nos élèves sont les moins bons. On a un système éducatif qui est pas bon. 26e, ils sont. 26e. Ouais. À l'hôpital, en tout cas sur les classements PISA, à l'hôpital, on a toujours des files d'urgence qui sont importantes. Dans certains territoires ruraux, on manque de médecins, on manque de commissariats de gendarmerie, on manque de commissariats de police dans certaines villes. Donc il y a en fait de plus en plus d'impôts. Les Français payent de plus en plus d'impôts. Il faut quand même rappeler 1 500 milliards d'euros chaque année. Et pour autant, l'État n'est pas capable de nous améliorer les services publics ou d'avoir des services publics de qualité et même en quantité. Et en plus, le pays est endetté. Donc c'est tous ces problèmes-là qui fondent
une révolte fiscale aujourd'hui dans notre pays qui gronde. Mathieu Davy, vous et moi, on a la passion du sport, c'est ce qu'on appelle l'art du contre-pied, c'est-à-dire qu'on était content de partir d'un côté, on n'avait plus la taxe d'habitation, et ben boum, on paiera 2 fois plus de taxes foncières. Fallait pas imaginer que ça disparaisse. Donc effectivement, ce que dit pas l'auditeur, en fait, c'est qu'elles augmentent. Il y a une augmentation, selon certaines villes, de 10 à 30%. Je crois que c'est Nice. Même si là, c'est moins fort, parce que ça ne vous a pas échappé. L'année prochaine, il y a les municipales. Donc, dans certaines municipalités, c'est moins fort. Non seulement c'est vrai, on se la prend en pleine redescente de vacances. Ça, c'est un petit peu le côté taquin de l'État. Vous rentrez le 29 août. Avant et après, les vacances. Voilà. Donc, vous avant la rentrée... En juillet, l'État, il y va aussi. Vous prenez la taxe foncière et surtout, vous comprenez qu'elle est plus élevée que l'année dernière. Donc, c'est un peu ça aussi. Dans ce ras-le-bol fiscal, il faut quand même noter qu'il y a une augmentation assez lourde. Je crois que la moyenne nationale doit être autour de 10%. C'est considérable. Allez, restez avec nous, il est 18h12. Vous savez, sur Sud Radio, on parle de vous, on parle des sujets qui vous touchent. Donc surtout, restez avec nous à l'écoute, parce que dans un instant, c'est nos vraies voix qui vont faire leur tour de table. 18h13, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 18h16, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Majid, des frappes meurtrières à Kiev ont fait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Il y en a même qui ont touché un bâtiment de l'Union européenne et évidemment on se demande si elles pourraient compromettre le plan de paix de Donald Trump. Et oui, totalement. Dans la nuit, l'armée russe a visé Kiev, au moins 18 morts et plus de 30 blessés. Des bâtiments diplomatiques ont aussi été endommagés, notamment la délégation de l'Union européenne et la représentation du Royaume-Uni. La Maison-Blanche parle de frappes terribles qui menacent le plan de paix de Donald Trump. Son émissaire pour l'Ukraine, Keith Kellogg, dénonce des attaques contre des civils innocents. De son côté, l'ONU rappelle que ces frappes violent le droit international humanitaire et appelle à y mettre fin immédiatement. Avec nous ce soir pour en parler sur Sud Radio, Pascal Boniface, géopolitologue. Bonsoir Monsieur Boniface. Pascal Boniface, bien sûr. Bonsoir Pascal. On va le prononcer à la française, puisque Pascal est français, bien sûr. On parle de Trump, c'est normal. C'est pour ça. Bonsoir Pascal, bonsoir, merci, merci d'être avec nous. Ça remet vraiment en cause tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la rencontre Poutine-Trump, et puis après le sommet où il y avait le président Zelensky et puis les Européens. Alors, de toute façon, le sommet avec le président Zelensky, il est remis en cause depuis longtemps, parce qu'il n'est pas certain que Vladimir Poutine y ait vraiment sérieusement songé. Donc, c'est pas une remise en cause sur Donald Trump. Donald Trump peut toujours décider au moment de le faire quand même un sommet, parce que ce sont les Européens qui ont été visés, et Donald Trump, c'est pas son problème. Et on voit bien que Poutine joue sur la division entre les États-Unis et l'Europe. Il n'a pas attaqué les positions américaines, ça aurait été inadmissible pour Trump. Il attaque des pays européens qui sont les derniers qui veulent vraiment défendre l'Ukraine, et il se dit, vous voulez défendre l'Ukraine, vous allez payer cela, et c'est effectivement, tout le monde est d'accord, c'est bien sûr un crime de guerre, on ne vise pas des bâtiments civils, mais Poutine y est habitué, et donc il fait tout son possible pour ne pas gâcher le lien avec Trump et cibler l'Ukraine et les pays européens. Et d'ailleurs, il y a une vraie question, Mathieu, c'est que ce lien avec Trump, on se demande même s'il n'influence pas, on va dire, cette espèce de légitimité qui se donne Vladimir Poutine dans l'attaque permanente de l'Ukraine, parce que ça arrive quand même après un sommet qui a eu lieu, on rappelle, il y a eu un sommet, d'abord une première rencontre avec Trump et Poutine, et ensuite Trump, Poutine et Monsieur Zelensky, et ça donne rien, et puis derrière il frappe, donc soit il en a rien à faire, soit il est légitimé. Ouais, en fait, le point comme on est dans la guerre en Ukraine, a fait revenir un monde qui est le monde, on va dire, des nations empires, le monde un peu westphalien, où justement c'est la logique du rapport de force qui prime sur la logique de la concertation. Et quand on regarde les relations qu'il y a entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Donald Trump lui promettait de régler le conflit en moins de 24 heures, considérant qu'il avait, j'utilise beaucoup cette expression parce que c'est l'expression de Donald Trump, des cartes pour soit inciter Vladimir Poutine à un accord, soit l'y contraindre. La réalité, par exemple, il prend toujours un exemple sur un autre sujet, mais Emmanuel Macron, quand il reconnaît l'État de Palestine, il dit Emmanuel Macron est un bon gars, good guy, comme il dit, mais pour autant, il n'a pas de carte pour influencer Israël ou les États-Unis à changer leur position sur la reconnaissance d'un État de Palestine. En fait, sur le sujet, le manque de cartes d'Emmanuel Macron sur le sujet palestinien, c'est la même chose pour Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Il n'a pas beaucoup de cartes, il n'a pas beaucoup d'actifs, d'atouts pour faire varier la position de Vladimir Poutine. Il a pensé que, par exemple, l'isoler
d'un point de vue commercial, donc c'est-à-dire attaquer via des sanctions commerciales les partenaires économiques de la Russie, pouvait affaiblir l'économie de guerre russe. Ça a pas forcément, ça ne produira peut-être pas les résultats qu'il espérait. Et de la même façon, il espérait qu'il avait quelque chose il a quelque chose d'incitatif, c'est-à-dire le fait que Vladimir Poutine puisse retrouver un accord économique avec les États-Unis. Finalement, Vladimir Poutine n'en a pas nécessairement besoin. Et donc, quand on n'a pas de carte pour faire changer la position d'un acteur, c'est très très compliqué de pouvoir trouver une solution à ce conflit. Alors, Pascal Boniface, stratégiquement, en ce moment, on a bien compris, vous nous l'avez confirmé, cette espèce d'espoir d'une rencontre déjà entre Poutine et Zelensky ne tient presque plus. C'est quoi maintenant l'étape suivante? Parce que il y a quand même eu un ultimatum de Trump, il y a quand même l'Europe qui essaye de s'organiser, et notamment la visite en Moldavie, qui est un des autres pays frontaliers qui est en danger mis en danger par Poutine. Alors c'est quoi l'étape suivante, Pascal Boniface? Alors l'étape suivante, c'est que Poutine va continuer à bombarder l'Ukraine, à grignoter du terrain, jusqu'au moment où Trump en aura assez. Parce que Trump a des cartes, il a beaucoup de cartes par rapport à Poutine, simplement il ne veut pas s'en servir, parce qu'il estime qu'il a des possibilités de commerce avec Poutine, que c'est un gars qui lui plaît, et qu'il veut. Donc il a dit, il faut un cessez-le-feu, sinon je fais des sanctions. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de sanctions. Il n'a pas utilisé les cartes qu'il pouvait faire. Ceci étant, c'est vrai que les sanctions n'ont pas une efficacité terrible. Alors, la prochaine étape, c'est soit tout d'un coup Trump se dit là, ce coup-ci je vais me fâcher tout rouge et c'est plus possible, et du coup Poutine se dit bon, j'en ai empoché suffisamment, il est temps de ramasser ma mise et de ne pas faire tapis, de ne pas trop risquer. Soit Poutine continue et Trump se dit deux options là, il dit bon en fait c'est une affaire entre Européens, moi j'ai tout fait, qu'ils se battent entre eux, c'est pas mon problème, ou alors il rentre dans le jeu, plutôt d'ailleurs en faisant payer les Européens, parce que ce que les dirigeants européens ont obtenu lorsqu'ils sont allés en rang serré chez le président des États-Unis il y a 10 jours, c'est que oui, il y aura des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, mais c'est l'Europe qui va payer la note. Et donc en fait, on voit bien que c'est une façon très habile. En fait, nous Européens, on est coincés entre Poutine et Trump. Trump vient de tous nous menacer de mettre des sanctions très fortes si on ne démantèle pas la réglementation sur les multinationales du numérique. Et donc, et la réaction des Européens, pour l'instant, c'est de dire on a besoin de Trump, on a besoin des États-Unis pour nous protéger de la Russie, parce que la Russie est menaçante, et donc il ne faut pas trop être exigeant par rapport aux États-Unis, sinon ils vont nous lâcher. Et peut-être qu'il serait temps de réagir. Et en fait, quelque part, Trump et Poutine ont des intérêts objectifs communs, c'est piller un peu l'Europe. Poutine fait peur à l'Europe et Trump en profite de la peur réelle que Poutine suscite par rapport à l'Europe pour faire monter les enchères du prix de sa protection. Donc c'est un peu ce que je disais finalement, Mathieu Davy, quand on écoute Pascal Boniface, c'est qu'il y a un espèce de jeu, de poker, pratiquement, pour reprendre ces termes, entre ces deux dirigeants qui nous squeezent, nous, au milieu, effectivement, et on ne sait plus très bien si l'un est légitime. Finalement, les deux s'auto-légitiment pratiquement dans ce positionnement mondial, en fait. Oui, parce que moi, je pense qu'il y a un plan. Il y a un plan qui s'impose, en fait, à l'Ukraine. Un accord de paix qui est très défavorable à l'Ukraine et que je pense qu'ils veulent leur imposer. Et je crois que c'est un peu une guerre d'usure, et l'analogie avec le jeu est pas mauvaise, parce que je crois que là, on use aussi Zelensky sur un plan qui est déjà en fait prévu et qu'ils veulent, je crois, coûte que coûte, lui imposer. Et ça passe par ces manœuvres terribles de pression, de contrainte pour parvenir à cet accord qui est donc le plan, le jeu de Trump et de Poutine. Après la faucille et le marteau et l'enclume. Donc. Voilà. Allez, merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Merci pour votre intervention aujourd'hui. Merci Magid pour ce très bon sujet. Et vous restez avec nous parce que maintenant c'est vraiment le tour de table des vraies voix. Et il est 18h23, c'est dans un instant. Ils arrivent avec leur sujet. Voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Bon, les deux Mathieu. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il y a deux Mathieu sur les vraies voix. C'est la deuxième fois. Oui, donc, je suis en train d'écrire une chanson. Là, parce qu'après, je vais avoir un peu de temps.
Fred Polnareff. Fred Polnareff. Fred Polnareff. Il manque des cheveux. Hein. Alors, nous... Oh, Pardon. le tacle. Oh, le tacle. Je suis désolée. Comment elle l'a fait, celle-là. Ça va valoir une soirée avec un verre de l'amitié. Voilà. Alors, à ma gauche, Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. À ma droite, Mathieu Hogg, secrétaire général adjoint du Millénaire. Ils sont venus avec leur sujet de débat. Eh ben, c'est le tour de table des vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le tour de table de l'actualité. Alors Mathieu Hogg, il a un sujet qui va vous plaire, Mathieu Davy. On y va, vous êtes prêts? La gauche va tuer le mouvement du 10 septembre. Exactement, et c'est pas une contestation du mouvement du 10 septembre. Alors, il faut rappeler le mouvement du 10 septembre, c'est bloquons. Exactement, le mouvement du 10 septembre, c'est bloquons tout. Bloquons tout parce que... il y a quelques semaines, quelques mois, plusieurs collectifs citoyens se sont mobilisés sur le thème, justement, on en parlait tout à l'heure, de la révolte fiscale. Il y en a marre aujourd'hui que l'État prélève 1500 milliards d'euros chaque année dans les poches des Français et des entreprises françaises, mais même des entreprises qui produisent sur le sol français, pour ensuite après dépenser l'argent plus ou moins n'importe comment, ou du moins pas suffisamment de manière efficace, puisque par exemple, si je prends sur les dépenses inexplicables ou un peu stupides pour le point de vue français, rendre la Seine baignable, 1,6 milliard d'euros. On demande aux Français aujourd'hui, via Monsieur Bayrou, 2 jours fériés, donc d'échanger leur temps contre 2 jours fériés, avec 4 milliards d'euros d'économie, 4 milliards versus 1,6 milliard. Donc enfin, le plaisir peut justifier de dépenses aussi. Oui, peut-être, mais en tout cas, les Français se disent aujourd'hui, on a des dépenses qui sont superflues, parfois et qui sont inefficaces, parce que si on dépensait beaucoup pour avoir une école de qualité, un hôpital de qualité, de la sécurité, etc., je pense que les Français se diront, c'est OK. Donc vous avez un mouvement de grogne fiscale et de révolte fiscale. Et pour autant, vous voyez depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, des responsables de gauche, Madame Sandrine Rousseau, Madame Marine Tondelier, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, etc., essayer de s'accaparer, de mettre la main sur ce mouvement de révolte fiscale des Français, en disant de toute façon on va profiter du fait que certains Français sont en colère pour bloquer tout, pour ensuite nous agréger nos contestations, nos luttes, etc. Avec en plus un projet quand même qui est un tsunami fiscal, puisqu'il faut rappeler quand même que le Nouveau Populaire a fait campagne sur une augmentation de 100 milliards d'euros d'impôts sur les Français, classe moyenne, classe aisée, et également sur les entreprises. Et donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui vous avez la gauche qui va tuer ce mouvement social parce que justement les gens qui ont d'abord commencé à faire émerger cette idée de bloquons tout, eh bien, vont se dire, on va pas envie de manifester à côté, de bloquer à côté de Jean-Luc Mélenchon et sa bande qui veulent renchérir les impôts, alors même qu'on lutte contre les impôts. Est-ce que François Bayrou n'a pas bloqué bloquons tout en inventant le vote de confiance le 8 septembre aussi? Mathieu Davy, la gauche pardon, on ne peut pas résumer ce sujet à la gauche. Heureusement qu'à droite aussi, notamment je pense aux petits entrepreneurs, aux artisans, enfin tous les gens de droite qui subissent cette pression fiscale et qui en ont marre, sont aussi vent debout. Donc je ne crois pas que la gauche est une responsabilité en tant que telle. Mais récupère, c'est ce que dit Mathieu Hogg, il récupère. Bien sûr, mais je crois que on est sur un mouvement d'intérêt général. On est sur une révolte d'intérêt général. On en avait déjà parlé pendant l'été. Et je crois qu'il faut surtout écouter les personnes qui en sont victimes et qui revendiquent quelque chose. La récupération politique, elle est toujours de tous bords. On pourrait aussi citer le Rassemblement national. Bon, en vérité, ne pas manifester. Oui, mais pour le coup, je pense que tous les partis devraient se mobiliser pour soutenir le mouvement en tant que tel, la grogne, et discuter avec les mouvements, parce que ça ne va pas s'arrêter le 10 septembre, me semble-t-il. Eh bien, Mathieu Davy, vous allez continuer sur un autre sujet à nous raconter vos opinions. Votre sujet à vous, c'est le financement des bides industriels du cinéma français. Alors, dites-nous en plus, on voudrait comprendre. Des noms. Voilà. Alors bon, les Charlots ne font plus de films. C'est un peu plus léger, mais c'est les vacances qui dictent ça. Non, c'est vrai qu'il y a des films à gros budget qui ont été non, mais je ne sais pas si vous avez suivi la polémique. Et des films de gros bides aussi. La polémique Papa Mobile, donc c'est un film avec Kad Merad qui joue le pape qui se fait embarquer par un cartel mexicain. Et ce film français, son propre distributeur l'a déjugé et a décidé de ne pas le sortir tellement le film est mauvais.
C'est-à-dire que même l'équipe du film a dit c'est raté. C'est loupé. Et en fait, c'est le 6e film de l'année avec Cadmerade. Alors, j'ai rien contre Cadmerade, qui est un de nos plus grands comédiens français, mais 6e comédie. Et vous regardez les chiffres, ils font entre 50 000, 100 000 entrées. Alors celui-là, il a fait 500 entrées. Et c'est des films qui coûtent quand même plusieurs millions. Ah, il est quand même sorti. Alors, on va appeler ça une sortie technique, parce que pour qu'il puisse ensuite être diffusé à la télévision, dans ce qu'on appelle le marché secondaire et les plateformes, il faut qu'il y ait quelques spectateurs. Il y a eu 7 salles, je crois, et ça a fait 500 entrées. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il y a un manque de respect du téléspectateur, du spectateur. On parle de grosses comédies franchouillardes qui ressemblent de plus en plus à des produits industriels, des barres chocolatées ou des boissons gazeuses ultra sucrées qu'on donnerait même pas à nos enfants et qu'on nous inflige à nous téléspectateurs. Mais le problème, ce que vous dites, Mathieu Davy, c'est le financement. Et c'est financé. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr que le principal financement, ce sont les chaînes, ce sont les partenaires financiers. Oui, mais le CNC, c'est quand même 1,2 milliard par an. 1,2 milliard par an pour tout le cinéma. Et le CNC a donné... Entendez-moi bien, le CNC est essentiel pour les jeunes créateurs, pour lancer des carrières. Mais il n'a pas financé le truc sur le pape. Si, il y a une aide à l'écriture. Le CNC finance toujours un petit peu les projets qui sortent en France. Et on parle sur des comédies françaises, ça va de 10, 20, 30 000 euros à 300, 400, 500 000 euros. Et ça, c'est notre argent. Alors, quand on cherche un peu d'argent, faut peut-être... Mais surtout... Ah bah tiens, c'est là qui va notre argent, ça y est, on a compris. Un petit peu. Alors, je ne suis pas du tout pour la suppression du CNC, bien entendu, enfin des financements, mais peut-être un peu une sélectivité. Parce que, voilà, l'énième comédie franchouillarde que vous avez vue 10 fois, 20 fois, 30 fois, que même les auteurs ne revendiquent pas et critiquent, on nous prend un peu pour des idiots et il serait peut-être bon de mettre un petit peu son nez là-dedans. D'autres idées, Mathieu Hoc, sur les... Je rejoins tout à fait. Quand Mathieu a dit ça, je me suis dit c'est un super sujet parce qu'en effet, moi je pense aussi, je me mets à la place de beaucoup de gens, les gens nous marrent, on l'a dit tout à l'heure, il y a une pression fiscale. Les gens se disent où va notre argent ? Eh bien parfois notre argent va pour sponsoriser, subventionner, comme vous l'avez dit, des bides intégrales dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Mais encore plus que cela, c'est que parfois vous subventionnez des bides, je vais pas donner de nom, mais vous subventionnez des bides qui en plus vous font la leçon de morale, parce qu'on vous explique, on explique aux Français dans certains films qui sont orientés un peu à gauche, wokistes, etc. Il faut le dire. On leur explique comment il a récupéré votre jeu. Exemple, c'est la balle perdue. Ça. Mais comment il faut pas prendre la voiture, etc. Enfin bref, plein d'exemples comme ça de films qui sont qui consistent à dire aux Français qu'il faut s'auto-flageller. Qui a fait un petit post il y a pas longtemps contre un film woke en disant je veux pas que ma petite fille aille voir des films LGBT à 5 ans. Non, mais qu'il y ait des films comme ça qui existent sur le marché. Pourquoi pour les pas enfants. Mais avec l'argent public et l'argent de tous les Français n'ont pas envie de dépenser, enfin de voir leur argent être dépensé par des gens qui, en plus les insultent et leur font la morale. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Aux États-Unis, ils ont commencé à revoir, avec Donald Trump et Elon Musk, ils ont revu sérieusement justement la politique audiovisuelle. Je voudrais dire quand même qu'il y a autant des navets de gauche que des navets de droite. C'est possible, c'est vrai. Il y a même Mel Gibson qui a monté un studio anti-woke. Vous êtes au courant, il ne fait que des films anti-woke. C'est bon. Voilà. Et ce matin, moi, je vous le dis, chers auditeurs, on a parlé avec Judith en préparant l'émission, mais c'est vrai que l'histoire, par exemple, du trafic de drogue, alors il y avait plein d'élus qui demandaient plus de moyens pour enrayer le trafic de drogue. Bah oui, mais qu'est-ce que ça coûte cher finalement, l'insécurité ? Qu'est-ce que ça coûte cher, les dégradations ? Qu'est-ce que ça coûte cher, le cinéma bidon ? Non, mais il y a plein d'idées comme ça. Il y a plein de dépenses. En fait, on dépense. Moi, la taxe foncière, ça sera d'autant plus cher s'il y a un con qui passe et qui fout ses poubelles partout et qu'on est obligé de... Voilà. Allez, il est 18h36, on est un petit peu en retard, mais c'est bientôt le coup de projecteur. On est léger, chouïa. Alors, François Bayrou, c'est dans un instant votre coup de projecteur. François Bayrou a frappé fort hier soir sur TF1 en accusant la génération du baby-boom, les boomers, d'avoir creusé la dette publique pour son confort, laissant aux jeunes Français le soin de rembourser pendant toute leur vie. Une sortie qui relance le débat sur la justice entre générations et choque parmi les retraités, pourtant piliers de l'électorat macroniste. Ils ont vécu leur jeunesse sans l'angoisse du chômage, ont fait l'amour sans préservatif, ont acheté leur maison sans crédit. Les boomers sont nés après la guerre et ont inventé mai 68. Alors passez donc, la dette, ça les dépasse. C'est en substance ce qu'a dit François Bayrou hier. D'où notre question sur le compte X de Sud Radio. Comme le dit Bayrou, les boomers sont-ils dans le déni de la dette ? Et il y a aussi le 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce que vous entendez. Pour en parler, nous sommes avec Michel Fize, qui est sociologue et politologue. Bonsoir Michel, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir.
Alors Michel, est-ce que François Bayrou prend le risque d'aggraver cette fracture déjà qui existe objectivement entre générations, mais aussi de braquer une grosse partie importante de son électorat ? D'abord, je pense qu'il n'a pas une bonne compréhension des phénomènes. En clair, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Faire peur à la jeune génération qui va devoir payer nos dettes, alors que je rappelle que les jeunes générations aujourd'hui se demandent comment payer leurs factures. Oui. Ils n'en sont pas à réfléchir à les dettes dans 20 ou 30 ans. Merci, vous allez pouvoir étayer dans un instant. Culpabiliser les boomers. Voilà, donc comment payer les factures pour les jeunes et culpabiliser les boomers. On en reparle dans un instant, il est 18h37 et ça va être le coup de projecteur des vraies voix, donc évidemment, vous restez là. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Les deux Mathieu sont là, Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du Millénaire, Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle, le face à face. C'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou a frappé fort mercredi soir sur TF1. Le Premier ministre a accusé la génération du baby-boom, les boomers, d'avoir creusé la dette publique pour son confort, laissant aux jeunes Français le fardeau de le rembourser pendant toute leur vie. Le Premier ministre a mis en avant la lucidité comme première vertu d'une nation, tout en relançant un débat générationnel brûlant. Entre la jeunesse qui se sent sacrifiée et les retraités souvent perçus comme protégés, sa sortie risque de raviver les tensions et de secouer l'électorat centriste, qui est le pilier du président Macron. La définition du boomer précise qu'il s'agit d'une catégorie de gens nés entre 1943 et 1968. Certains s'appellent Simone, mais François aussi. Oui, monsieur le Premier ministre, il y a des François également. Ils ont grandi... C'est Nicolas, vous savez, on en entend pas mal parler en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont grandi dans l'insouciance des 30 glorieuses, mais aussi dans la torpeur de la guerre froide. Ils ont accédé à la propriété et au travail sans trop d'encombre. Sont-ils pour autant incapables de percevoir la réalité brandie par François Bayrou? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Comme le dit François Bayrou, les boomers sont-ils dans le déni de la dette? Eh bien, vous dites non à 78%. Vous êtes montés au créneau, les boomers. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir, évidemment. Vous le faites. On est avec Michel Fils, sociologue et politologue, pour en parler. Mais juste avant, il y a un petit son à écouter. Oui, parce que François Bayrou, cet après-midi, s'est expliqué sur sa déclaration concernant les boomers. C'était lors de son intervention face au MEDEF à Roland-Garros. Écoutez-le. Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ceux-là ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là. Ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit là. La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Ceux qui sont au travail et ceux qui seront au travail demain. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral, que une génération ne pense pas à la génération suivante, qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui. Ça n'est pas normal. Voilà, Michel Fils. Persiste et signe. Hein. Ouais, Michel Fils, je rappelle que vous êtes sociologue et politologue. Moi, personnellement, je suis pas boomer, mais je paye déjà beaucoup, j'ai l'impression, et je pense que c'est la majorité des Français en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, vous pouvez rajouter à la liste des boomers les Michel, puisque j'en suis un. Je pourrais mettre Frédéric aussi, mais moi je suis juste après la définition. Bon, alors je pense qu'il faut quand même être sérieux dans cette histoire et partir déjà d'un fait simple. Toutes les générations n'ont pas le même sort dans l'histoire. Il y a des générations chanceuses, et j'ai eu la chance d'appartenir à cette génération, et puis il y a des générations malchanceuses, ceux qui partaient sur le front, les poilus en 1914, et dans d'autres conflits. Voilà, c'est comme ça, nous n'y pouvons rien. Alors maintenant, je pense que on ne peut pas reprocher à une génération heureuse d'avoir été heureuse.
Voilà. Alors, je rappelle quand même que à notre époque, tout n'était pas simple malgré tout. Hein. On travaillait beaucoup, on n'avait pas le confort que l'on a aujourd'hui. Hein. On avait des diplômes qui étaient probablement plus difficiles à obtenir, je pense au bac en particulier qu'aujourd'hui. Hein. En 1955 ou en 1960, c'était très très dur de devenir bachelier. Voilà. Alors, d'abord, je pense que les boomers ne se moquent pas de la dette. Mais ils estiment que la réponse gouvernementale n'est pas la bonne. Alors, quelle est la manipulation dans cette affaire depuis maintenant plusieurs mois? Eh bien, c'est simple, nous dit le gouvernement, si vous ne suivez pas ma politique, qui est par définition bonne, responsable, juste, solidaire, eh bien vous êtes des irresponsables, ça c'est le mot de M. Macron, ou quelque part dans le discours de M. Bayrou tout à l'heure, ingrat. Oui, après moi le chaos, quoi. C'est après moi le chaos. Bon, Michel Fize, on en parle aussi avec nos vraies voix. Restez bien avec nous. Mathieu Davy, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est de globaliser, de généraliser. C'est comme ça qu'on commence le racisme. Enfin, on dit tiens, tous les boomers sont comme ça. C'est assez bizarre comme démarche, n'est-il pas, monsieur l'avocat? S'en prendre à une génération n'a absolument aucun sens. Alors, ceci dit, il y a une petite évolution. Quand on va sur les boomers, effectivement, est-ce qu'on n'est pas, et soi-disant des boomers qui se sont enrichis, est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux Français qu'on ne veut surtout pas toucher aux Français plus modestes et peut-être aux classes moyennes actives, c'est-à-dire ceux qui ont entre 25 et 45 ans. C'est peut-être un message qui est lancé. Mais une fois qu'on a dit ça, toucher les boomers. En fait, j'ai l'impression qu'ils demandent, quand on écoute son explication, que les boomers soient à ses côtés pour faire comprendre le message. Donc, en fait, ils demandent à nos parents de nous dire que c'est normal ce qui doit se passer, à savoir de faire passer la réforme fiscale que le Premier ministre essaye de vouloir faire. Sachant qu'il y a certains de nos parents qui vont le soutenir et d'autres pas, puisque tout le monde ne pense pas de la même manière en fonction de son âge. Et puis, par exemple, si on parle des boomers, on parle de gens qui arrivent à la retraite ou qui y sont déjà. En quoi les 2 jours fériés vont les concerner ? Donc finalement, j'ai envie de dire, monsieur le Premier ministre, explicitez vos propos. Parce que avoir les boomers de votre côté pour en fait influencer les jeunes générations, je veux bien, mais sur quelle mesure? Ou alors, on va revenir à un autre sujet, mais qui plaira peut-être pas à mon confrère aujourd'hui, les boomers riches, peut-être, mais pas les boomers pauvres. Et alors, quand on est au milieu? Non, mais c'est vrai, Mathieu, qu'il n'y a pas que des riches et des pauvres dans ce pays. Hein. Ah, mais bien sûr. Voilà. Et puis il y a aussi des gens qui sont de la classe moyenne et qui travaillent et qui ont plus de 45 ans. Et qui sont la majorité. Et qui sont la majorité. Aujourd'hui, on a un vrai problème dans notre pays, c'est qu'on a 28 millions de gens actifs qui payent pour 68 millions de personnes. Donc, parce que ça se matérialise très concrètement. Quand vous êtes un actif, vous payez pour vos enfants, ce qui est normal, mais également pour vos aînés de plus en plus, puisque aujourd'hui, la prise en charge du vieillissement, de la perte de dépendance, etc., avec les EHPAD, vous devez payer en fait, en gros, l'école, l'université et l'EHPAD en même temps. Et en plus, on vous taxe de plus en plus, etc. Donc, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de dépenses de retraite infinançables, etc. La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est imputable aux retraités eux-mêmes? La réponse est non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça qu'on peut reprocher à François Bayrou, mais pas qu'à lui, d'une certaine façon, c'est de se défausser sur les Français, et donc en l'occurrence ici, sur les boomers. Ce ne sont pas en fait, parce qu'il a même dit, il a dit à un moment dans ses interventions, les Français consomment de la dépense publique, mais les Français ne consomment pas de la dépense publique, les Français ne consomment pas des dépenses de retraite. Tout ceci est l'argent des Français, c'est l'argent du travail des Français. Et les retraités sont des gens qui ont cotisé à un moment donné. Alors effectivement, il y a un rapport démographique aujourd'hui qui est, on va dire, difficile pour les actifs actuellement et pour les jeunes actifs. Mais ça, c'est pas imputable aux retraités. Le vrai problème aujourd'hui de fond, c'est que c'est l'État qui gère mal l'argent. Ce sont les responsables politiques qui ont pris des décisions, certaines décisions par exemple, sur les retraites. On dit que les retraites sont à l'origine de quasiment la moitié de la dette faite sous Emmanuel Macron. 500 milliards sur les 1000 milliards de dettes qui ont été faites par Emmanuel Macron. C'est vrai, mais c'est surtout vrai parce qu'on a aussi des régimes spéciaux et on a le régime des fonctionnaires qui ont des équipes. Le régime général, lui, est à l'équilibre, par exemple. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout le temps dire c'est la faute, c'est la faute des Français. Voilà. Alors, Michel Fize, cette histoire de boomer, ça dit quoi? Parce que vous associez le côté sociologue et le côté politologue. Est-ce que politiquement, ça a une valeur d'aller chercher dans certaines catégories de population quand on est justement dans un moment où il faut rassembler tout simplement?
Oui, alors d'abord, je voudrais préciser, je crois, ce qui a été dit par l'un ou par l'autre des intervenants précédents, c'est que tous les boomers ne sont pas devenus des millionnaires ou des milliardaires. En plus. Tous les retraités ne sont pas des retraités qui, aujourd'hui, peuvent se permettre des voyages à l'autre bout de la planète. Alors, je crois qu'il faut quand même rappeler, qui a fabriqué la réussite économique, celle qu'on a appelée les 30 glorieuses? Eh bien, ce sont les boomers. Pourquoi? Parce que les boomers, ils ont fait des enfants. Il y a eu le boom démographique. Le boom démographique qui a permis le boom économique, un boom économique qu'on n'a plus jamais reconnu, qui a permis aussi, j'ai envie de dire, le boom politique. Ça a été le passage d'une 4e République à une 5e République. Ça a été une stabilité institutionnelle, donc incarnée par le général de Gaulle. Alors qu'ensuite, les gouvernements qui ont suivi la période des 30 glorieuses aient fait un mauvais usage de ce que les boomers leur avaient apporté, eh bien ça, c'est pas l'affaire et c'est pas la responsabilité des boomers. Alors un petit mot, si vous permettez, sur les jeunes. Les jeunes, encore une fois, moi ça fait 40 ans que je les suis, les jeunes sont dans une position sinistrée. Et depuis 30 ans, depuis le questionnaire Balladur 1994, ça va rajeunir personne. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, les jeunes, quelle est leur préoccupation? C'est de se nourrir, de se loger. Voilà, de se soigner pour beaucoup. Les étudiants qui font la queue derrière, effectivement, les restos du cœur. Voilà. Est-ce que M. Bayrou ne pourrait pas s'intéresser à ça avant de se préoccuper si les jeunes sont inquiets pour la dette? Mais non, ces jeunes ne sont pas inquiets pour la dette future. Ils sont inquiets pour le présent. Donc il faut résoudre le présent. Mathieu Davian, on va vous donner le mot de la fin rapidement, s'il vous plaît, sur ce débat, justement. Moi, je suis assez d'accord dans ce qui a été dit par Mathieu Hoc. On continue à monter les Français les uns contre les autres, génération par génération, ou groupe de population par groupe de population. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'attaquer véritablement à ce que veulent les Français? C'est-à-dire qu'il faut vraiment sonder les Français. Est-ce que c'est s'attaquer au dégraissage de l'État, c'est un point de vue, s'attaquer aux ultra-riches, autre point de vue, tous sont respectables, mais je pense qu'il faut surtout protéger la très 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 grande majorité des Français, qu'ils aient 25, 45 ou 65 ans, qui triment, qui n'ont pas beaucoup devant eux, et qu'on ne peut pas aujourd'hui stigmatiser d'une manière ou d'une autre. Donc la méthode du Premier ministre, elle me paraît complètement à côté de la plaque. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel Fize. On rappelle que vous êtes sociologue et politologue d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Merci Mathieu. Merci Mathieu.